En direct. Ça marche. Et bonjour à tous pour ce rendez-vous de la Handitech. On a eu un rendez-vous en septembre, on en a un nouveau maintenant, et aujourd'hui, on va parler de l'innovation au service des déficients visuels. On a avec nous Arnaud de Panda Guide et Camille de EasyMob. On va commencer par la présentation d'Arnaud. On aura ensuite la présentation de Camille et vous aurez un temps d'échange avec eux. Donc pour cela, on vous invite à utiliser le chat. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant, dès les présentations ou à la fin quand il y aura les temps d'échange. Et de toute façon, on reprendra les questions qui ont été posées pour que nos intervenants puissent y répondre. Voilà, donc tout de suite, je vais laisser la parole à Arnaud tout de suite, mais en même temps dans quelques minutes. Parce qu'il y a, juste pour rentrer dans le sujet, il y a quelques années, avec ma famille, on a été, et j'en parlais quand on a préparé ce rendez-vous, j'ai été famille d'accueil pour chien guide d'aveugle. Pendant 1 an et demi, on a eu un chien guide et on a fait avec lui ce que des personnes malvoyantes font, c'est-à-dire prendre les transports, aller au travail, aller dans les musées, aller dans des cinémas. Et là, on s'est rendu compte à quel point c'était extrêmement difficile. Ces déplacements qui, pour nous, surtout si on est en région parisienne, sont évidents et font partie du quotidien, on se rend compte que dès qu'on voit mal, ça devient un casse-tête effrayant. Je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui. Et bien, sur cette introduction, je laisse la parole à Arnaud pour une quinzaine de minutes de présentation de sa solution Panda Guide. Arnaud, il faut que tu mettes ton micro. Ouais, merci beaucoup Caro pour l'introduction. Bonjour à tous, ravi d'être là virtuellement avec vous. On va parler effectivement de Panda et nous on est effectivement concentré sur la locomotion avec notre premier produit. Donc Panda Guide, qu'est-ce que c'est? C'est une startup qui développe un tour de cou qui s'appelle le Panda. Donc je vais mettre une petite image, voilà, sur la gauche, vous voyez à quoi ça ressemble. L'idée, c'est tout simplement d'apporter au plus proche de la personne une technologie qui est, somme toute, déjà assez utilisée dans les voitures autonomes. On parle de technologie de détection d'obstacles, de trous, de reconnaissance de danger finalement, et de permettre à la personne, avec ce panda autour du cou, d'avoir instinctivement l'information sur ce qu'il y a autour d'elle et d'éviter de tomber dans un danger. Donc, tu t'en parlais, Caroline, les transports en commun, c'est un vrai sujet. Imaginez-vous simplement aller prendre le métro ou aller prendre le train, il y a toujours des escaliers. Des fois, les escaliers sont pas forcément identifiés et ça peut être un sujet en fait de tomber simplement dans un escalier surprise entre guillemets, ou alors Ouais, et ce qu'on peut avoir aussi, c'est par exemple sur les trottoirs, les volets qui sont ouverts, ça paraît complètement anodin, mais si on ne voit pas, si on a juste le contact au sol, on ne se rend pas du tout compte qu'on a le volet au niveau de la tête et on peut se le prendre. Exactement. Là, tu parles effectivement d'un autre type de danger dans la rue au quotidien. C'est ce qu'on appelle les obstacles tête haute ou au niveau de la poitrine. En fait, il faut savoir qu'une personne déficiente visuelle, donc ça peut être aveugle ou malvoyant à un niveau assez important, ce qui fait que je ne peux pas détecter forcément les choses qui viennent sur moi. La canne blanche, c'est l'outil principal. Ça marche super bien une canne blanche. Par contre, la canne blanche, bah, ça prend les obstacles seulement au niveau de mes pieds. Donc si jamais j'ai un obstacle qui va être, mettons, imaginez une terrasse de café. Aujourd'hui, on n'a plus trop le droit d'y aller, mais les terrasses de café, quand on se balade, en général, les pieds, des fois, ils sont un peu en biais. Et donc, avec la canne blanche, je peux passer en dessous et je peux me prendre en fait dans le bassin, le plateau de la table. Ou alors, il y a des fois des panneaux qui sont un peu au niveau de la tête et des branches d'arbres. Enfin bref, plein de sujets. Donc, nous, avec Panda, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on veut agir sur l'autonomie de ces personnes en travaillant sur la mobilité dans une vision de retour à l'emploi ou de maintien à l'emploi. Il y a clairement un sujet sur le fait d'aller prendre un entretien d'embauche, d'aller au boulot chaque matin, revenir chaque soir. On a parlé aussi sur Caroline tout à l'heure. Nous, on a travaillé chez Panda pour donner un petit peu de contexte avec une communauté qu'on a constituée. Donc ça, c'était vraiment une force et je suis très heureux d'avoir autour de nous des personnes qui du coup nous racontent leur vie et nous racontent leurs aventures du quotidien, on va dire. Et on a créé du coup ce qu'on appelle les Panda After Work, donc c'est des rencontres qu'on fait à peu près tous les mois, enfin, qu'on faisait tous les mois. Et l'idée c'est de faire venir tester des prototypes, de parler, de passer un bon moment ensemble. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce premier produit de détection d'obstacles, de dire voilà, il faut absolument qu'on arrive à prémunir l'accident. Et justement, hop, juste un petit aperçu, donc concrètement, on fait le taille là.
Donc ça se présente comme ça, donc ça vient autour du cou, je l'enfile derrière comme un casque audio, je vais pas le mettre là, ça va être galère pour la suite d'après. Donc je vous disais, on a co-construit, c'est vraiment super important de travailler avec les personnes, et c'est là le point aussi où je voulais arriver. En fait, quand on est voyant, ou de manière générale, quand on n'est pas concerné par le sujet, on peut vite se fourvoyer. Moi, je suis ingénieur de formation, et quand on est ingénieur, on a, selon les profils, une tendance un peu autiste ou une tendance un peu je sais tout, j'ai tout vu. Et moi, j'étais un peu comme ça sur la tech, avec notamment cette croyance que la technologie va régler tous les problèmes. Et en fait, la vérité, même si on parle d'anti-tech, la vérité, c'est que la technologie, c'est toujours un moyen seulement au service de vrais besoins psychologiques et sociaux. Et donc, c'est pas un problème technique, en fait, la locomotion. C'est pas non plus un problème technique, le fait de déplacer une personne en sécurité, de permettre à une personne de se déplacer en sécurité, mais c'est vraiment un problème d'approche à soi, à l'autre, de rapport à la société. Et ça, c'est compliqué de le comprendre quand on est ingénieur dans son bureau. Et c'est pour ça qu'il faut sortir. C'est pour ça que j'encourage à chaque fois qu'on parle avec des porteurs de projets à aller juste dans la vraie vie. Et c'est difficile. Enfin, pour moi, c'est difficile. Mais je te rassure, il n'y a pas que les ingénieurs. C'est une des problématiques quand on sensibilise au handicap, c'est qu'on arrive tous avec nos a priori, nos préjugés, notre expérience, et on considère que parce qu'on l'a vécu, parce qu'on l'a connu, la réalité, elle est comme ça. Et c'est notamment le problème des entreprises, si elles veulent sensibiliser au handicap, c'est de lever tous ces préjugés, comme tu viens de le dire, et de rappeler qu'effectivement, c'est pas la technologie n'est pas une fin, mais c'est un moyen. Et là, à la Handitech, on en est convaincu. Ouais, c'est clairement ça. Et c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le comprendre, et c'est une chose encore différente de le vivre au quotidien dans une boîte. Moi, je pense que je suis passé par les 3 stades. Là, j'ai peut-être encore un stade à passer que je connais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, je comprends beaucoup plus finement, entre guillemets, ce que c'est le travail. Aujourd'hui, je considère, nous, chez Panda, qu'on est des mains, simplement. J'ai arrêté de faire des roadmaps, par exemple. J'ai arrêté d'imaginer des choses. On soumet des fonctionnalités. On soumet au Panda Architect, donc c'est notre communauté spécialisée qui sont du coup les premiers acheteurs de Panda. On leur soumet des idées, on leur pose des questions, et puis eux, ils font le tri, en fait, entre guillemets. Donc c'est comme ça que sur le slide, il y a marqué les remontées des besoins. C'est clairement des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées, pourtant c'est assez logique, mais il fallait pour nous, en tout cas, de ce que nous ont dit les gens, un produit qui est utilisable sans les mains, qu'on puisse faire plus de choses avec. On est tous très encombrés, et les personnes aveugles ou malvoyantes ne font pas exception. Et l'idée, c'est que ce soit donc un couteau suisse qu'on puisse avoir autour du cou. Ce que vous voyez sur la photo, c'était un prototype, je pense, qui date de 2018, celui-là, de mémoire. Donc c'était très rudimentaire. Et pourtant, ce prototype, on l'a mis là parce que c'est le premier qui a donné des résultats satisfaisants. Alors que franchement, il est tout simple. Et on avait imaginé des choses beaucoup plus complexes, mais juste avoir quelque chose autour du cou, donc les mains libres. Et on avait, je crois, de mémoire, un vibreur sur le poignet, et qui permettait de retransmettre l'information, ça marchait bien. La simplicité, c'est vraiment un sujet crucial, que l'objet ne soit pas un objet utilisable, mais que ce soit juste quelque chose qui vienne se poser sur soi. Personne, quand on porte une montre, ne se dit ah bah je porte ma montre toute la journée, je porte ma montre. En fait, juste j'ai une montre, je l'oublie, et un jour j'ai envie de regarder l'heure. Et la montre. Et en fait, l'usage de la montre, quand on y réfléchit, c'est quelques secondes par jour cumulées, en fait. Et c'est un peu ça ce qu'on veut faire avec Panda, c'est que l'idée, c'est pas de faire un smartphone où tu le regardes toute la journée et puis tu vas en fait devenir un peu ton petit jouet à utiliser dans les transports en commun. C'est vraiment de faire quelque chose qui va se faire oublier. C'est pour ça qu'on l'a voulu assez léger et aussi assez sympa. Tu le portes sur toi, tu es content de l'avoir et après tu l'oublies. Tu peux nous expliquer un peu justement ce qu'il fait pour l'utilisateur? Ouais. Donc le Panda, dans cette version-là, donc c'est une version qui a été présentée cet été en crowdfunding sur Ulule. Donc on a été financé, on a lancé, on a du coup vendu 50 exemplaires de ce modèle-là. Concrètement, il a 3 parties. Il a une partie arrière qui est la partie où on a la batterie, tout ce qui est la computation, donc le travail. En gros, c'est le cerveau du Panda. On a une partie sur le côté où est-ce qu'on va avoir des boutons, un peu comme sur un smartphone. C'est en relief, donc vous ne le voyez peut-être pas beaucoup, mais nous, on peut le sentir. Enfin, moi, je peux le sentir. Et la partie caméra devant, le bloc caméra ici, qui contient en fait différents capteurs, caméra de profondeur et caméra de couleur simplement.
Et donc, le panda, il va en fait en permanence chercher à reconnaître des objets. Juste, je vais le mettre si vous voulez. Allez, hop. Le petit trick. Hop, faut que je remette. Voilà. Donc ça se fait comme ça. Et l'idée, c'est que ça vient du coup se poser sur les épaules. Ça, c'est une maquette, donc du coup, la caméra, je l'ai retirée pour pouvoir le passer. C'est comme ça, si vous avez vu le petit trick, c'est ça. Et l'idée, c'est que quand il y a un obstacle ou un trou qui est détecté, en fait, on a des vibroires qui sont sur le côté. C'est ce qu'on voit ici. Puis à la caméra. D'accord. Bon, bref, sur le côté, il y a des vibreurs. Et l'idée, c'est que quand ça vibre à droite, tu sens qu'il y a un obstacle à droite et inversement. Donc, on a développé une grammaire haptique qui permet de transmettre ça de manière instinctive à l'utilisateur. Ça, c'était un vrai travail de recherche. On pourra y revenir si vous voulez. Il y a plein de choses à dire sur l'aspect cognition, l'aspect non invasif et non invasif physiquement et non invasif cognitivement, c'est-à-dire que ce soit instinctif. Il y a plein de trucs à dire, mais je pense qu'on pourrait y revenir. Je vais juste dérouler T'as encore quelques minutes, vas-y, t'as 3-4 minutes. Du coup, attends, ce que je te propose, Caroline, je vais jusqu'au bout, comme ça en boucle, et après, je peux préciser un point, un autre, parce que je sais, je me connais, si je me lance sur ce sujet, 3-4 minutes, c'est pas suffisant. Alors, Du coup, le tour de cou, concrètement, ce qu'il fait, je l'ai un peu expliqué, mais cette version 1, c'est détection d'obstacles et de trous. Donc, on permet à l'utilisateur de sortir en sécurité. On est main libre, oreille libre aussi, ce qui n'était pas le cas sur une version précédente d'un proto qu'on avait beaucoup montré, de différentes interviews, etc. Il y avait des oreilles à l'époque. Là, on les a virées. Maintenant, c'est que de l'aptique. Et évolutif, j'en parlais tout à l'heure, la nécessité d'avoir un produit qui soit couteau suisse, entre guillemets. C'est super important. Personne ne s'imagine aujourd'hui avoir un device dans la poche qui fait GPS, un device qui fait téléphone, un device qui fait chronomètre. Enfin, on a un smartphone, voilà. Et on est passé à la génération smartphone, et c'est tant mieux, je pense, pour plein d'aspects, d'autres moins. En tout cas, nous, on veut copier les bons aspects. Le fait que le panda soit évolutif, c'est hyper important. Donc nous, on fait une mise à jour tous les 6 mois sur le device. Donc il sera disponible, il sera livré en février aux premiers utilisateurs. Et après, première mise à jour, à l'été 2021, et ainsi de suite. Sachant que, je fais une petite parenthèse là-dessus, il y a eu beaucoup de gens qui se sont aujourd'hui manifestés pour l'acquérir. Donc s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, désolé, j'en profite de ne pas avoir pu donner suite à vos envies d'avoir Panda. On fait le maximum pour en produire le plus possible. C'est un produit complexe qui est pour certains aspects très 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 difficile à fabriquer et même à assembler. Donc là, on a limité à 50. On essaie d'ouvrir un deuxième batch de production à partir de janvier ou voire février. Donc dites-vous qu'au premier trimestre, on va vous recontacter. Si vous êtes inscrit sur le site, vous recevrez un petit coup de fil de MyList de moi ou un mail. Et puis comme ça, vous pourrez choisir quand vous voulez acheter votre panda. Panda, pardon. Au niveau des retours utilisateurs, ce qui était vraiment le plus plaisant, ce qu'on a vécu cet été, c'est qu'on a eu énormément de témoignages en fait. Il y a un vrai truc fou en fait quand on passe sur un achat. Les pandas Afterwork, c'était super. Mais là, les gens qui sont venus nous voir, c'est plus juste des testeurs, c'est plus juste des bénévoles, c'est des gens qui ont mis leurs sous à eux. Ils ont dépensé entre 600 et 700 euros pour un produit qu'ils n'ont jamais testé, pour la plupart, et pour des gens qui connaissent peut-être pas. Donc c'est une vraie preuve de confiance. C'était incroyable d'avoir ces gens au téléphone et de recevoir leurs messages. J'en ai mis quelques-uns là parce que c'est un peu des messages qui sont significatifs pour moi en tout cas, avec des gens qui disent voilà, j'ai acheté pour ma maman, j'ai acheté pour mon papa, je suis convaincu que le concept il est trop bien, on va y arriver. Enfin, c'était super. On avait vraiment l'impression pendant ce crowdfunding d'avoir d'un coup une équipe de on n'était pas 10 chez Panda, on était 100 quoi. Enfin, c'était super super bien. Et aujourd'hui, ça nous met à la fois une pression différente puisque tous ces gens comptent sur nous. Et donc là, je reprends la casquette un peu entrepreneur. S'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, moi j'encourage aujourd'hui vraiment le lancement des crowdfunding, même si on n'est pas prêt, parce que justement, on me l'avait dit et maintenant je le crois, ça a ce côté très très vertueux de trancher dans le vif. On est toujours en tant qu'entrepreneur avec plein d'idées. Moi, j'en ai tout le temps comme beaucoup de gens, et du coup, on a toujours envie de repousser le produit parce qu'il n'est pas encore prêt. Et le panda, là, je vous le montre, je suis fier, mais en fait, dans ma tête, je me dis purée, il manque tellement de choses. Et c'est normal. Alors que quand on fait un produit, ce qui est important, c'est de délivrer quelque chose au plus vite qui va apporter une première brique de valeur. Et là, en l'occurrence, la brique de valeur sur la détection d'obstacles et de trous, ça sert déjà des gens.
Donc ça sert à rien de différer. Et en l'occurrence, là, on a eu pas mal de gens qui nous ont dit c'est trop bien, et on sait qu'on va leur apporter un plus dans leur vie. Et derrière, quand on fera les mises à jour, on apportera bien sûr à eux un plus dans leur vie, mais en plus à d'autres personnes quelque chose qui n'était pas forcément ils n'étaient pas intéressés par la détection d'obstacles, mais ils vont être intéressés par la brique suivante, etc. Ouais. Donc, Arnaud, on proposera de venir sur un prochain webinaire pour les adhérents sur l'évolution des projets, le fait de maintenant, il ne faut pas forcément avoir abouti à quelque chose, parce qu'on peut aboutir, on peut se planter, il vaut mieux faire des étapes intermédiaires pour le faire évoluer. Mais on va peut-être se recentrer juste sur Panda et sur l'objet en lui-même pour une petite conclusion avant de passer la main à Camille. Si jamais vous voulez plus d'infos sur Panda, on est dispo par mail. Et en vrai, on essaye de cultiver au maximum cette proximité. Donc, si vous me passez un mail, on s'appellera ou on s'enverra un mail ou Maëlys. Enfin, nous, on passe beaucoup de temps à inviter les gens quand on pouvait le faire à Station F. Et puis maintenant, on passe du temps au téléphone aussi. C'est hyper important. Si je dois conclure sur Panda, en fait, le Panda, c'est pas important. Enfin, je comprends que c'est le sujet, mais le Panda en lui-même, c'est un moyen simplement qu'on a trouvé, qui me semble intelligent et qui me semble adapté pour permettre aux gens d'être plus autonomes et pour servir notre mission qui est de justement libérer les ambitions des personnes, leur permettre d'aller faire des études, leur permettre d'aller trouver un emploi. Et ce Panda, c'est une première étape vers ça. Ça se trouve, on trouvera demain notre moyen. Et je disais ça à l'équipe il n'y a pas longtemps et je terminerai là-dessus. Si un jour, on se rendait compte finalement que le meilleur moyen d'aider les gens, en fait, c'est de faire un call center, je ferai un call center. Ouais, écoute, merci beaucoup pour la conclusion. Et donc, ce qui est super, c'est que vous avez vu ici Panda, le déplacement en général. Et maintenant, donc, je vais passer la main à Camille de EasyMob. Donc, EasyMob, ils ont été lauréats à la Handitech l'année dernière. Donc, on est encore plus content de voir un ancien lauréat pour voir ce qu'est devenu ce projet. Donc, Camille, bonjour. Et puis, je te laisse présenter ta solution qui, pour le coup, est très complémentaire de celle d'Arnaud. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'être tous les deux là, parce que là, on est vraiment sur la problématique beaucoup plus des transports en commun et des déplacements urbains. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette présentation. Donc, en effet, nous, EasyMob, on fait une application mobile, 100% autonome qui est sur le téléphone, l'outil que tout le monde a dans sa poche aujourd'hui. Pour rappeler un peu le contexte, le projet est parti d'un projet de fin d'études qui a réuni toute notre équipe qui est actuellement de Robin sur la partie plutôt technique et Julien également. Et puis moi sur la partie gestion communauté et commerciale. Donc nos valeurs en interne, c'est la mobilité pour tous, c'est la solidarité et le partage, chose qu'on a faite du coup au niveau de ce projet de fin d'études qui était un projet technique d'école où c'était le chercheur du CNRS qui faisait 4 heures de trajet par jour et qui avait la problématique dans les transports de trouver la porte, de trouver un siège disponible et d'être guidé à chaque étape de son trajet. Du coup, l'innovation, ça a été également au cœur de nos réflexions. Aujourd'hui, les nouvelles technologies peuvent être un moyen pour aider les personnes en situation de handicap et notamment d'être plus autonomes. Et c'est ce qu'on cherche également, c'est ce que PandaGuide cherche également, c'est l'autonomie des personnes déficientes visuelles, car la mobilité, c'est un pilier fondamental de la liberté humaine. C'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès aux interactions sociales. Et on l'a vu pendant le Covid, la seule chose qui a continué de marcher au final lors du premier confinement, c'est les transports pour permettre aux soignants de se rendre à l'hôpital. C'est un gros sujet aujourd'hui, la mobilité, et c'est dans ce cadre-là qu'on aimerait régler toutes les problématiques que rencontrent les personnes déficientes visuelles dans les transports en commun. Donc, comme je vous ai présenté, la petite équipe, écoute, partage et solidarité, c'est les valeurs qui nous animent. Depuis le début du projet, on co-développe avec les utilisateurs, à cerner réellement le besoin. Toutes les problématiques qui ont été remontées aujourd'hui sont des fonctionnalités principales de l'application et qui vont être amenées également à évoluer. Si on se met à la place d'une personne déficiente visuelle, je vais vous demander de jouer le jeu aujourd'hui et du coup de fermer les yeux. Fermez les yeux et imaginez-vous que vous faites un trajet, par exemple, entre
votre domicile est la tour Montparnasse. Comment faites-vous pour aller jusqu'à la gare? Une fois à la gare, comment faites-vous pour aller jusqu'au banquet? Le train arrive en station, comment localisez-vous une porte disponible? Vous rentrez dans le train, comment localiser un siège disponible? Comment savoir à quelle station descendre si le train ou le bus n'est pas vocalisé? Et enfin, vous sortez du train ou du bus. Comment faites-vous du coup pour vous repérer dans la station et de prendre la sortie la plus optimale? Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. On peut se rendre compte que c'est des problématiques pour nous qui paraissent simples dans le cas de tous les jours, mais qui sont vraiment compliquées quand on a perdu le sens de la vue. Et c'est ces principales problématiques aujourd'hui qu'on a voulu résoudre grâce à une application. Donc, comme je vous l'ai dit, qu'on a grâce à un smartphone qu'on a dans sa poche. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de challenges à résoudre. La déficience visuelle, ça représente 1,7 million de personnes. Le but aussi des autorités et des villes, c'est de rendre leur ville plus inclusive. Et possibilité également de désengorger les demandes qu'il y a au niveau des navettes de personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. Et permettre l'autonomie, c'est réduire ces demandes-là pour que les personnes soient assez autonomes pour prendre les transports toutes seules. Donc, c'est un réel sujet. Donc, la solution, elle est sur le téléphone. Donc, on augmente l'accessibilité des transports en répondant à certaines problématiques. On est une application totalement autonome, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'installer d'infrastructures supplémentaires sur les réseaux de transport pour fonctionner. Et du coup, c'est également un gain de temps pour les personnes déficientes visuelles, car aujourd'hui, une personne qui va préparer un nouveau trajet, c'est 4 heures de préparation en amont. Donc, l'interface, elle est simple et adaptée. Robin, du coup, mon cofondateur, lui, est basé beaucoup sur l'expérience utilisateur, l'UX/UI, ce qu'on peut appeler aussi de manière plus technique, où on va faire une interface très simple que les personnes ont l'habitude d'avoir sur leur téléphone et que de cliquer sur ce bouton-là, pour eux, que c'est pas un apprentissage, mais que ça soit de manière automatique. Donc, c'est une chose qu'on a mis en place, on fait des sourcings auprès des personnes déficientes visuelles pour savoir quel est le meilleur bouton ici, le plus optimal, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc, c'est une co-construction vraiment de l'application avec eux. On a 2 modes, un accompagnement complet où du coup, on va prendre la personne de son point de départ jusqu'au point d'arrivée en mettant les fonctionnalités une après l'autre en fonction des étapes du trajet. Et le mode manuel, c'est-à-dire qu'on va avoir une personnalisation de l'application. Aujourd'hui, la déficience visuelle, c'est non-voyant et malvoyant. Chacun a un degré d'autonomie plus ou moins, un degré d'autonomie qui n'est pas le même. Et du coup, il y a des personnes qui vont potentiellement avoir plus de mal de localiser une porte que de localiser un siège. Et le but, c'est de vraiment faire une application adaptée et personnalisée aux besoins de l'utilisateur. Donc, au niveau des différentes fonctionnalités, donc là, on a la localisation d'une porte avec Fabien, du coup, un de nos testeurs. Le but, c'est de tenir le téléphone de cette façon-là, en scannant les alentours. Donc, c'est sur un temps court, car le téléphone, on va le sortir au moment où le train arrive en station. On va balayer les alentours et dès que le champ de vision, le champ de caméra arrive devant l'obstacle, donc par exemple ici, c'est la porte, ça va le guider en temps réel où on va voir une surcouche qui va guider en gauche-droite pour savoir si la porte est plus à droite ou à gauche. Et du coup, sur ce temps imparti, de le guider précisément. D'accord. Et juste une question qui me vient quand je vois ça, ça se passe comment par rapport aux heures de pointe, par exemple? S'il y a beaucoup de monde, il faut quand même que la personne soit assez proche du début du quai pour repérer les portes. Je suppose qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes entre l'utilisateur et les portes. Dans la pratique, du coup, aujourd'hui, les personnes déficientes visuelles se mettent vraiment tout au début, donc après la bande podotactile. D'accord. Leur habitude, elles se positionnent ici. Donc, s'il y a beaucoup d'affluence, elles vont être automatiquement redirigées par la foule. Et du coup, si elles sont devant et que il y a possibilité du coup de sortir le téléphone et de scanner les alentours parce qu'il n'y a pas vraiment de monde et que c'est pas une foule abondante, dans ce cas-là, oui, c'est possible. Ouais, l'intérêt, c'est vraiment de se placer au niveau des bandes pour être devant et avoir une bonne visibilité pour la caméra. D'accord.
C'est ça. Et dans la pratique, du coup, vraiment, on a testé quand il y avait de la foule. Et en fait, quand il y a la foule, juste les personnes ont l'habitude de suivre le flux. Et c'est comme ça qu'elles font habituellement. Donc, on ne va pas changer leurs habitudes. Bien sûr. Donc, c'est la même façon pour la localisation de siège où, du coup, on va analyser l'environnement et on va émettre un signal sonore et un retour haptique lorsqu'il y a un siège disponible. Dans le cas, on a eu beaucoup d'utilisateurs qui nous ont dit « Oh, c'est génial, ça m'évitera de m'asseoir. J'ai déjà eu un moment un peu stressant quand je me suis assise sur les genoux d'une personne. » Et pour moi, c'est vraiment important de s'asseoir et de trouver une place disponible dans les transports. Donc voilà. Oui, d'autant qu'on sait tous que compenser son handicap, ses difficultés, c'est extrêmement fatigant, de l'importance dans les transports d'avoir une place assise pour pouvoir se reposer. C'est pas parce qu'on a un handicap visuel que ce siège assis, on n'en a pas besoin physiquement. Exactement. Donc, on avertit également pour le prochain arrêt, donc quand est-ce que je dois descendre du train. Donc là, le portable peut rester dans la poche et ça va juste être une notification pour pouvoir accéder au prochain arrêt. Aujourd'hui, on fait du guidage en station pas à pas. On ne permet pas de géolocaliser une personne. Cette fonctionnalité va être amenée à évoluer dans les prochains mois et prochaines années. Aujourd'hui, on guide pas à pas et on fonctionne sans balise. Donc, c'est une première version qu'on sort aujourd'hui de l'application, mais qui va être amenée à évoluer. Donc, la valeur ajoutée pour l'utilisateur, c'est vraiment un accompagnement de bout en bout où on offre des solutions pour chaque épreuve dans les transports. La personnalisation, comme je vous le disais, où chacun a un degré d'autonomie différente et du coup, personnaliser l'application en fonction de ses besoins. Et également, une création de trajets les plus accessibles, car quand on va rentrer notre trajet, on va pouvoir noter notre correspondance, notre trajet, pour après faire une carte d'accessibilité pour dire ce trajet était accessible, ce trajet, il y avait un problème au niveau de ma correspondance, et potentiellement de créer une carte d'accessibilité où les personnes, du coup, vont notifier leur trajet et on va pouvoir, du coup, orienter les prochains trajets grâce à cette carte d'accessibilité. Ouais, un espèce de Waze. Exactement. Un espèce de Waze, ouais, d'accord. Typiquement, voilà, moi, ce trajet, je sais qu'il est accessible. Je vais peut-être mettre plus de temps pour le faire, mais au moins, je sais que je ne vais pas rencontrer de problème parce qu'il y a des travaux sur cette station, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en place. Oui, il y a une notion de confort du trajet qui apparaît en plus pour l'utilisateur. C'est ça, exactement. Donc voilà, on a eu quelques retours sur les bêta-tests qu'on a fait ces derniers mois. Au mois de janvier 2021, il y a une version grand public qui va sortir. Le but, c'est d'avoir beaucoup plus de retours utilisateurs. Nous, on teste beaucoup également avec les opérateurs de transport. Le but, c'est qu'on propose ce service-là aux opérateurs de transport pour augmenter l'accessibilité des transports. Et du coup, on a besoin d'avoir aussi un grand retour utilisateur pour pouvoir dire ça va pas. Comme le disait Arnaud, c'est essentiel d'avoir les retours des utilisateurs et c'est avec eux qu'on apprend au quotidien. Il y a des choses, on apprend tous les jours quand on teste ou même sur leur retour. Des fois, on apprend des nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait faire dans l'évolution de l'application EasyMob parce qu'on a plein de problématiques à régler et aujourd'hui, ça se fait petit à petit. Mais en tout cas, c'est des retours essentiels pour nous. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour ce temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, merci Camille. Il y a déjà il y a des questions qui arrivent sur le chat qui sont pour Camille. Mais bien sûr, si vous en avez pour Arnaud aussi, n'hésitez pas à les poser et puis on les remettra dans l'ordre. On vérifiera qu'on a pu répondre à tous. Donc, première question, faut-il installer des repères sur les sièges où l'application reconnaît la présence d'un voyageur assis? Si j'ai bien compris, c'est l'application qui fait tout et la structure, la SNCF, la RATP n'ont rien à faire. Exactement. Du coup, nous, on va dire seulement s'il y a un voyageur ou pas. Donc, en fait, ça va sonner et ça va vibrer quand le siège est disponible. Et si ça ne vibre pas et ça ne sonne pas, c'est que le siège est occupé. Question piège, une valise, un sac sur le siège, il détecte aussi ou non, il faut une personne?
Pour l'instant, c'est la personne. Après, si le siège est occupé, même avec un gros sac, on va être capable de le détecter également. C'est une alimentation en fait de l'algorithme avec différents objets, donc il n'y a pas de problématique sur ce sujet-là. D'accord. Autre question suivante sur le chat. Est-ce qu'il faut entrer la destination en amont avant de rentrer à la station? Ça se passe comment? En fait, on va partir comme une application de type Moovit ou Citymapper où vous allez pouvoir rentrer votre trajet. On va vous dire quel trajet emprunter, ligne 6, métro 4, voilà. Donc, vous rentrez en fait votre destination en amont et puis nous, on va cheminer tout votre trajet comme une application type Citymapper. Le but, c'est également de ne pas jongler entre les différentes applications qu'on peut utiliser. C'est d'avoir une application unique qui répond à tous les besoins dans les transports. D'accord. Alors, autre question pour Camille. Comment sont gérées les sonneries de fermeture des portes de métro par la personne déficiente visuelle avec le signal fourni par l'application? Alors en fait, sur la localisation, si je comprends bien, juste sur la localisation de porte, donc vous êtes sur le quai et vous allez scanner les alentours. Et le téléphone va du coup analyser l'environnement et vous dire où est la porte. Et va vous dire si la porte par rapport à votre position est plus à droite ou plus à gauche et va rapprocher le signal avec une intensité plus forte quand vous vous dirigez un peu comme le chaud, chaud, froid, quand vous allez vraiment dans la bonne direction. D'accord. Je me demande si c'était ça la question ou si c'était plus sur le niveau sonore, par exemple. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que l'appli détecte les sonneries de fermeture des portes pour prévenir les utilisateurs? On ne sait pas trop. On va nous préciser la question. À date, on ne permet pas de détecter en amont les sonneries de fermeture des portes. D'accord. Bon, c'est une question sur l'interface entre les deux signaux. D'accord. Le but, c'est dans un temps imparti de trouver précisément où est la porte ou avec un guidage très, très précis. Et justement, pour éviter qu'on arrive jusqu'au signal et de se dépêcher pour rentrer dans la porte. Mais aujourd'hui, on ne détecte pas du tout les signaux. Dans la première version, en tout cas, on ne détecte pas du tout les signaux de fermeture de porte. D'accord. Moi, j'ai une question pour Arnaud, pour changer un peu. Et puis, ça laisse le temps aussi aux personnes qui sont en train de nous regarder de réfléchir à leur question. Arnaud, il faut combien de temps à peu près pour être à l'aise avec Panda? Dans les tests qu'on a fait, on est sur à peu près un quart d'heure. D'accord. C'est vraiment hyper rapide. C'est l'un des critères fondamentaux quand tu développes un device on parle d'un device de substitution sensorielle. Donc, c'est tout ce qui va être finalement des amplificateurs pour les personnes malentendantes, ou alors on peut parler de prothèse entre guillemets, même si c'est un mot un peu gros. C'est un sujet, l'onboarding de la personne, l'acquisition des méthodes de communication. Donc nous, on aimerait le faire de manière complètement à distance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à côté de la personne, on lui explique comment ça marche. Et là, on est en train de développer la partie simulateur qui doit être finie pour février et qui permettra, tu vois, tu ouvres chez toi, tu reçois ton colis, déjà le panda il t'accueille par ton prénom, et puis ensuite tu vas pouvoir le mettre autour de ton cou en suivant les instructions qu'il te donne, et il va ensuite te guider pour faire connaissance. Donc il va te simuler en fait différentes choses. Donc tu es dans ton salon, et puis il va te simuler un obstacle en face. Voilà, tu sens l'obstacle, ok, bouge ton buste, tu sens comment l'obstacle, tu le sens autour de toi, les vibrations en fait tournent autour de ton cou, donc tu vas pouvoir sentir. Ok, maintenant on fait un trou, tu vois le trou, voilà, ça c'est un escalier qui descend, tu vois un peu le truc. Et puis au fur et à mesure, comme ça, la personne s'onboard toute seule. Donc ça, on a pensé là-dessus. Et j'ai hâte vraiment de tester ça en vrai. Quand j'entends ça, ça me fait penser à certains jeux vidéo où pour réussir à comprendre comment ça fonctionne, tu n'as même plus de mode d'emploi. Tu fais ton premier niveau et au premier niveau, tu vas acquérir au fur et à mesure les compétences dont tu as besoin, mais tu ne te rends même pas compte que tu es en train d'apprendre. Tu es déjà en train d'appliquer, en train de jouer, mais tu joueras vraiment au niveau suivant. Exactement. Ce que tu dis, c'est très pertinent. On n'a rien inventé là-dessus. Nous, on a eu la chance de bosser avec Ubisoft pendant à peu près 1 an. Et c'est une belle boîte Ubisoft. J'ai vraiment beaucoup appris avec eux. Et justement, ils sont spécialisés là-dedans. En fait, concrètement, tu démarres, tu l'as dit, tu démarres le jeu, tu connais rien du tout, et en 10 heures, tu vas tuer un énorme dragon, quoi. Et du coup, avec Panda, c'est un peu la même chose. Il faut qu'on arrive à transmettre une information à la personne, une connaissance qu'elle pourra
utilisée de manière instinctive et qu'elle progresse dans sa maîtrise de l'outil sans même s'en rendre compte. C'est notamment un des gros sujets avec le braille ou la canne blanche. On peut comparer ça pour nous en tant que voyants à l'apprentissage du solfège ou d'un instrument de musique. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage qui est très raide et en fait des rewards, donc des récompenses. Ouais, merci. Des récompenses et de la satisfaction qui est pas forcément évidente. Et maintenir la motivation, c'est très lié au fait de maintenir la joie, l'enthousiasme, le plaisir, en fait, pendant que tu es en train d'apprendre. Et du coup, là-dessus, les jeux vidéo ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre. D'accord. Et j'ai une question pour Camille. Donc, il y a quelqu'un sur le chat. Déjà, il y a eu la précision. En fait, c'est parce qu'il y a le signal de la caméra qui indique où est la porte, plus le signal sonore qui indique la position et l'ouverture-fermeture de la porte. Il y a les deux signaux à traiter. Et c'était une question sur le traitement cognitif de ces informations. Ça rejoint un peu la question que je posais à Arnaud et sa réponse sur la rapidité d'utilisation d'un outil au quotidien. Donc, sur le traitement cognitif de ces multiples informations, tu aurais quoi à préciser, Camille ? Du coup, nous, sur la première version, il est vrai qu'au départ, on n'avait fait que des bips et qui étaient mal interprétés. En fait, il y avait trop d'informations tout de suite pour l'utilisateur. Et c'est là, du coup, on est passé vraiment sur un repérage avec droite-gauche afin vraiment d'isoler tous les sons qui peuvent arriver et du coup, d'être un peu perdu avec toute l'ambiance sonore qu'on peut avoir d'un coup. Donc, aujourd'hui, on fait droite-gauche et on précise vraiment quand la personne est devant la porte. Donc, on a vraiment réduit cette information et il est important et on l'a vu en fait dans la pratique et avec les tests qu'il faut vraiment travailler sur l'ambiance sonore et ce qui est le plus intuitif pour la personne, quoi. Mais oui, c'est un réel sujet. Et je mets dans le chat juste un petit formulaire si vous souhaitez tester l'application. Au mois de janvier, on sort une version gratuite pour les utilisateurs. Donc, tout le monde va pouvoir s'inscrire et tester la solution. Ouais, c'est super. On diffusera aussi l'information et on la fera connaître. J'ai une question pour Camille qui fera peut-être aussi réagir Arnaud. Comme tout se passe sur le téléphone, donc je suppose que c'est smartphone et tout est tactile et qu'on s'adresse à des personnes qui ont des problèmes visuels. Vous faites comment pour développer cette application et pour être sûr que pour elle, ce soit facile de trouver les menus, les endroits où toucher l'écran, etc. Oui, alors du coup, on a sorti un article sur notre site, c'est comment les personnes déficientes visuelles utilisent un smartphone, parce que c'est la question en fait qu'on a souvent, c'est ok, elles voient pas, mais comment ils font pour utiliser le téléphone? Donc en fait, la majorité des personnes déficientes visuelles ont un iPhone parce que il y a le VoiceOver qui est disponible directement dessus et c'est une fonctionnalité très accessible. Et du coup, nous aujourd'hui, sur tout le développement, on développe avec l'accessibilité numérique tout simplement, où on sait ce qui est accessible, on sait ce qui n'est pas accessible. On développe par bloc et du coup, sur la lecture en fait que le voice-over va faire, ça va lire étape après étape et du coup, c'est comme ça qu'on développe en natif en fait pour être accessible. D'accord, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Après, moi, j'aurais une question qui me vient sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, du big data par rapport à vos deux projets, parce qu'on sait que ce sont des techniques qui sont de plus en plus employées sur des projets, parfois des projets d'étudiants, comme on l'a vu cette année. Comment est-ce que vous utilisez justement toute cette intelligence artificielle et toutes ces données dont Camille avait commencé à nous parler quand on a parlé du Waze des transports pour déficients visuels. Donc Camille comme Arnaud, n'hésitez pas. Donc nous, on utilise l'IA, oui, plus particulièrement du machine learning. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, en fait, nous, on permet d'analyser l'environnement en repérant des obstacles, des infrastructures, et du coup, ça va être de la prise de données pour l'entrer dans un algorithme. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément de problématique. On permet pas en fait au niveau de RGPD et des données personnelles, on va pas chercher à collecter des données personnelles. Aujourd'hui, c'est que de l'analyse d'environnement et d'infrastructure et on va pas localiser une personne spécifiquement et on n'a pas de données de localisation qu'on rentre dans l'application et de suivi de trajet.
Et sur la carte d'accessibilité, justement, un peu le Waze, c'est un critère de notation. Aujourd'hui, l'appli de la RATP le fait également, c'est que vous avez la possibilité de noter l'affluence que vous aviez dans tel et tel wagon du métro que vous avez pris, par exemple. Et du coup, c'est juste des informations, une échelle de 1 à 5, par exemple, et il n'y a aucune donnée personnelle derrière. D'accord. Ok. Du coup, pour compléter sur l'IA, plus peut-être un aspect généraliste, disons que on assiste à ce qu'on appelle une sorte de commoditisation, donc ça veut dire c'est un peu tomber dans le bien commun de l'IA. On avait dans les années 2000 seulement quelques serveurs dans le monde qui pouvaient servir un site web. C'était un peu un truc de fou d'avoir un site web à l'époque. 10 ans plus tard, c'est devenu une généralité, et 20 ans plus tard, maintenant, on se demande comment on a pu vivre un jour sans site web, et puis en fait, on a des sites web qui font des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Aujourd'hui, on est carrément sur un site web en train de faire 3 caméras en même temps, présenter un PowerPoint et discuter. Donc, on a vraiment commoditisé, donc rendu commun la technologie du web. Et concernant l'IA, on est en train d'assister à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, l'IA s'était réservée à des grosses boîtes qui avaient les ressources pour avoir plein de données, notamment des photos par milliers. Et puis aujourd'hui, on a des sets de données qui existent, qui sont gratuits, open source, qui permettent d'avoir accès à plein d'informations et qui peuvent nous servir à développer des algorithmes qui sont sur étagère. Très concrètement, l'IA, c'est un gros mot, mais c'est juste des briques maintenant qui sont dispo sur étagère. Tu irais acheter une perceuse chez Casto ou chez n'importe qui, c'est quasiment le même effort aujourd'hui qu'il te faut pour faire un algo de reconnaissance de visage, par exemple. Je caricature, mais on n'est vraiment pas loin de ça. Et plus ça va aller, plus l'IA sera plus un sujet. Enfin, en tout cas, je pense. L'IA va devenir juste un non-sujet, c'est-à-dire que l'algorithme fonctionne, on ne sait pas trop comment, on sait que c'est l'IA, et puis en fait, tout le monde s'en fiche. Ce qui est important, c'est les services rendus. Donc nous, par exemple, on parle très peu d'IA sur le Tour de Coupanda, même s'il y en a, parce que en fait, pour moi, c'est encore une fois la technologie qui n'est pas vraiment au centre. Enfin, c'est un moyen finalement. Et puis, deuxième point, peut-être sur les data. Il y a effectivement un sujet sur les collectes de data, sur comment est-ce qu'on peut créer des bibliothèques le plus riches possible. Nous, on n'a pas encore commencé là-dessus. On estime que ce sera un vrai enjeu de Panda d'embarquer des gens. Il est vraisemblable qu'on le fera avec les pandarchitectes au démarrage, où ils vont accepter de donner des images de leur journée ou des frames, des films de leur parcours que nous, on pourra derrière exploiter. Donc ça, c'est encore un point d'interrogation, mais pour le coup, là, on est plus sur un sujet de recherche. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Bon, bah c'est très bien, ça fait des sujets de rencontre dans les mois et puis les années à venir. Il y a encore beaucoup de travail pour tout le monde. On est sur la fin de cette rencontre. Est-ce que vous voulez, ou l'un ou l'autre, ajouter encore quelque chose qui n'a pas été dit? Et puis, il est encore temps de réagir sur le chat pour les personnes qui nous écoutent. Pour moi, c'est tout bon. En tout cas, je comptais juste remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui pour nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, de venir directement me poser la question sur LinkedIn ou je vous ai envoyé un formulaire si vous souhaitez être testeur. Mais n'hésitez pas en tout cas, on est assez réactifs. C'est noté. Et Arnaud? Juste merci, c'était cool. Merci Caroline. De rien, mais vraiment merci beaucoup à vous. C'était très riche comme rencontre et j'étais très contente d'être avec vous. Donc pour le public qui était là, on vous donne rendez-vous en janvier pour le prochain webinaire début janvier qui sera sur l'emploi, mais pour l'instant on ne vous dit pas plus parce qu'on est en train de le préciser. Et puis vous avez bien compris que ce soit EasyMob, que ce soit PandaGuide, ils ont vraiment besoin de soutien pour développer leurs produits, pour élargir leur communauté, pour trouver des clients et pour faire connaître cette solution. Donc, si vous avez des contacts, des réseaux, n'hésitez pas. C'est vraiment deux formidables solutions. Je pense que je dirais ça souvent, mais c'est vrai que comme en plus, j'ai été confrontée toujours avec mon histoire de chien guide d'aveugle, je suis encore plus
sensible au sujet. Donc, merci encore pour cette rencontre et vive le digital, travaillez bien. Et puis, de toute façon, on se retrouve au sein de la Handitech. Donc, le principe de la Handitech, justement, c'est de regrouper des entreprises, des startups pour créer des synergies. Et on le voit ce matin sur 2 projets comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en commun, à partager. Donc, la Handitech est là pour ça et puis pour soutenir ces projets. Donc, encore un grand merci à vous. Merci à tous. Merci à Carla derrière qui s'occupe de tout ce qui est technique pour que moi, je puisse bavarder tranquillement. Et puis, à très bientôt ici ou ailleurs. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Prenez soin de vous.